Le workwear, un style unique issu des chantiers qui est devenu la norme dans l'industrie de la mode. Le jeans, par exemple originaire des mines de San Francisco, est aujourd'hui devenu un standard international de l'habillement. Pour comprendre cette métamorphose du chantier au podium, il faut revenir à l'essence même du style workwear. Ce style, avant d'être une mode, était une nécessité. Une réponse à une époque où la vie ne pardonnait pas, où un vêtement mal conçu pouvait coûter bien plus qu'un salaire. Il pouvait coûter la vie. À la fin du 19e siècle, alors que l'Amérique s'élève sous l'impulsion de la révolution industrielle, un homme décide de changer la donne, Hamilton Carhart. Un nom simple mais une vision révolutionnaire crée des vêtements qui seraient comme des outils pour les ouvriers, aussi essentiels que leurs mains ou leurs machines. Mais le chemin de Carhart n'a rien d'un conte de fées. Comment une entreprise née dans les greniers du Michigan a pu devenir une marque incontournable des quartiers de Tokyo, New York et Paris? Comment des vêtements conçus pour des mineurs et des agriculteurs ont-ils trouvé leur place sur les podiums de la haute couture et dans le dressing de générations entières? Ensemble, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Carhartt pour comprendre le parcours du style workwear. Ce type de vidéo est possible grâce à mon agence Vêtu d'idées qui vous accompagne dans la création et le développement de votre marque de vêtements unique et rentable. Hors de question que vous passiez une année de plus en tant que spectateur. Alors il est temps de passer à l'action dans vos projets. Parce que chaque nouvelle année qui passe sans avancer sur vos rêves est une chance en moins de réussir. C'est pourquoi chez Vêtu d'idées, on vous met toutes les clés à disposition pour réussir dans l'industrie textile. Notamment le cours le plus complet pour apprendre à créer une marque de vêtements de A à Z. Vous avez accès à plus de 18 heures de cours vidéo et à des dizaines de documents pour vous accompagner dans la création de votre marque, des statuts juridiques au marketing en passant par la production des vêtements. C'est le cours qu'il vous faut si vous souhaitez enfin passer à l'action pour cette nouvelle année 2025. Vous serez accompagné à chaque étape du processus vous permettant d'avancer rapidement avec des informations souvent bien gardées dans l'industrie. Et une fois rejoint, vous avez un accès à vie au programme avec inclus toutes les prochaines mises à jour. Alors si toi aussi tu souhaites créer ta marque de vêtements à succès, clique sur le lien en description pour commencer ton projet dans l'industrie du textile. À la fin du 19e siècle, les États-Unis vivent une transformation sans précédent. C'est l'ère de la révolution industrielle, une période qui va bouleverser toute l'économie américaine, mais aussi la société entière. Les campagnes se vident alors que des millions de personnes affluent vers les villes en quête de travail. Les grandes métropoles comme Chicago, Détroit et New York deviennent des centres d'effervescence industrielle, tandis que les campagnes sont traversées par des chemins de fer, signe du progrès technologique de l'époque. C'est dans ce contexte de modernisation très rapide que le besoin de vêtements adaptés émerge. Les ouvriers, mineurs, cheminots et même agriculteurs sont confrontés à des éléments de plus en plus hostiles et ont besoin de vêtements adaptés. Et les anciens vêtements faits de laine ou de cuir ne suffisent plus. Il fallait une nouvelle génération de textiles capable de résister à l'usure quotidienne, à la chaleur des machines et à la brutalité des conditions de travail. Et l'une des réponses à ce problème arrive avec le cotton duck. Même si duck c'est canard en anglais, ici absolument rien à voir, il s'agit d'une simplification de langage du mot doek qui est un mot néerlandais signifiant toile. Contrairement à la toile classique, le cotton duck il est conçu avec des fils très serrés, ce qui va lui donner un tissage beaucoup plus robuste. Ce matériau durable, déjà utilisé pour les voiles de bateau et les tentes militaires, va vite devenir un choix évident pour ces nouveaux vêtements de travail. Et pas que, dans les mêmes années, on voit également l'arrivée de nouvelles matières qui deviendront des références dans le workwear, la plus connue étant le denim. Popularisé par Lévi-Strauss durant la ruée vers l'or où il vendait ses vestes et pantalons en denim aux mineurs de San Francisco. L'arrivée de ces nouvelles méthodes de tissage est due à plusieurs facteurs. Les deux principaux étant la plus grande disponibilité du coton, qui autrefois était encore une matière exotique, rendue plus disponible grâce à la production de masse aux États-Unis et en Inde. Ainsi qu'à l'industrialisation de la production qui a permis le développement de nouvelles méthodes et machines permettant de transformer la matière en fil plus robuste et le fil plus robuste en tissu plus robuste. En parallèle, l'invention des teintures synthétiques et des produits chimiques permettent aux fabricants d'ajouter une couche de protection supplémentaire sur le vêtement. Le fameux marron Carhartt, ce brin caractéristique de la marque, est conçu à la base pour améliorer la résistance du vêtement. Et en plus, en ajoutant de la cire sur votre toile duck, vous pouvez la rendre imperméable. C'est dans ce monde plein de bouleversements qu'un homme, Hamilton Carhart, décide de se lancer. Né en 1955 dans une petite ville du Michigan, Hamilton grandit dans cette Amérique en pleine transformation où l'idée du rêve américain commence à émerger. En 1889, après avoir travaillé dans le commerce de meubles et étudié le besoin des ouvriers autour de lui, sa mission est claire, créer des vêtements robustes et fonctionnels adaptés aux conditions de travail les plus difficiles. Et pour mieux comprendre les besoins des ouvriers autour de lui, Hamilton n'hésite pas à les visiter sur les chantiers. Il engage des conversations avec des cheminots, des mineurs, des agriculteurs, leur demandant concrètement quels sont leurs besoins pour travailler dans de telles conditions. Et c'est cette écoute active et cette réelle compréhension de ce qu'ont besoin les ouvriers qui va lui inspirer la création de sa première pièce, aujourd'hui iconique,
la salopette. Fabriquée en cotton duck et renforcée au point de tension, elle est également équipée de multiples poches, pratiques pour transformer tous les outils, clous qu'ont besoin les ouvriers sur des chantiers. Ce vêtement à la fois pratique et résistant va devenir un succès instantané dans ce milieu. Mais le succès de Carhartt, il repose pas uniquement sur ses vêtements. C'est un homme qui est énormément attaché aux valeurs de solidarité et de justice sociale. Alors que de nombreux industriels s'opposent violemment aux syndicats, Hamilton Carhartt va prendre le chemin inverse en imposant fièrement le label Union Made sur ses vêtements, garantissant qu'ils sont fabriqués par des ouvriers syndiqués. Ce choix à contre-courant des patrons de l'époque va renforcer sa popularité et positionner Carhartt comme un réel allié du monde ouvrier. Au début du XXe siècle, Carhartt va étendre ses activités. Ils ouvrent de nouvelles usines, notamment au Texas et en Géorgie, pour répondre à la demande croissante. Chaque pièce produite dans ces ateliers porte l'empreinte du savoir-faire américain, une qualité qui va devenir signature de la marque. Mais pour comprendre l'impact réel de Carhartt, il faut regarder au-delà de ses origines. Comment cette entreprise familiale a-t-elle réussi à s'imposer dans le paysage industriel américain? Et quels défis a-t-elle dû surmonter pour gravir les échelons de la reconnaissance nationale? L'Amérique du XXe siècle est en pleine métamorphose. Les grandes villes s'étendent rapidement, attirant une population à la recherche de travail. C'est l'Amérique des grands travaux. Les chantiers de construction, les usines et les mines symbolisent cette ère d'innovation et de labeur. À mesure que les États-Unis deviennent la terre des grands projets avec les gratte-ciel et ponts comme le Golden Gate, la demande pour des vêtements adaptés explose. Car dans ces conditions dangereuses, un vêtement n'est pas qu'un habit, c'est une seconde peau. Hamilton Carhartt, toujours visionnaire, ne se contente pas de répondre à la demande, il innove. Les premiers modèles de salopettes évoluent pour inclure de nouvelles poches adaptées à de nouveaux métiers, ainsi que des boutons pour renforcer le tout. La légende raconte qu'un foreur des mines du Colorado, lassé de déchirer ses pantalons en grimpant sur les parois rocheuses, écrivit à Carhartt pour lui demander une solution. Quelques mois plus tard, il reçut les premiers prototypes d'un pantalon renforcé au niveau des genoux, le double knee. En parallèle, Carhartt y développe une relation particulière avec leurs clients. Les lettres envoyées ne sont pas seulement lues, elles sont réellement prises en compte dans le processus de fabrication des vêtements, pour répondre parfaitement à la demande des travailleurs. Cette attention aux détails alimente une fidélité sans faille à la marque. Elle va s'implanter à proximité des grands centres de l'économie américaine, mais aussi de l'économie canadienne, et même en Angleterre à Liverpool et en France à Paris. Cette localisation stratégique permet de minimiser les coûts de transport tout en accélérant les délais de livraison. Mais le succès de Carhartt ne se fait pas sans épreuve. La Grande Dépression des années 1930 va bouleverser la marque alors qu'elle est à son sommet. Tandis que des milliers d'entreprises ferment leurs portes, Carhartt décide de ne pas céder à la panique. Plutôt que de sacrifier la qualité ou de licencier massivement, Hamilton va prendre une décision risquée, diminuer massivement ses marges pour maintenir des prix accessibles pour les travailleurs, étant persuadé que ces derniers vont privilégier la qualité dans ces temps difficiles. Honest value for an honest dollar était le slogan. Malheureusement, en 1937, le père fondateur de la marque, Hamilton Carhartt, décède dans un accident de voiture. Il laisse une entreprise qui tourne, mais une entreprise en difficulté après ses dernières années un petit peu spéciales sur le plan économique. Après sa mort, ses fils Willie et Hamilton Jr. reprennent les rênes. Plus tard, l'entreprise restera toujours entre les mains des descendants de Willie. Le défi est immense, moderniser l'entreprise tout en restant fidèle aux valeurs de leur père. Les décennies qui suivent, notamment les années 1940 et 1950, marquent une vraie période de consolidation pour Carhartt. La marque étend ses gammes, les vestes, chemises et pantalons s'adaptent à de plus en plus de nouveaux métiers différents. L'aujourd'hui iconique Detroit Jacket fera par exemple son apparition en 1954. L'entreprise se développe également en interne avec de nombreux nouveaux sites de production et gestion logistique. Carhartt bénéficiera notamment du boost de la Seconde Guerre mondiale puisque leurs usines serviront à produire des vêtements pour l'armée américaine. Dans les années qui suivent, Carhartt va tisser des partenariats stratégiques. Les grandes entreprises de construction de projets et d'infrastructures vont adopter les vêtements de la marque pour leurs ouvriers, ce qui va contribuer à énormément de gros contrats pour Carhartt et ça comptera pour une grosse partie du chiffre d'affaires à cette période. En 1970, par exemple, Carhartt va encore prouver au monde la résistance phénoménale de leurs vêtements, puisqu'ils vont recevoir des commandes massives pour équiper les ouvriers lors de la construction de l'Alaska Pipeline, un des chantiers les plus durs de l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Pourtant, au cœur de ce succès, des transformations inattendues commencent à se manifester à l'horizon. Les années 1970 et 1980 voient l'émergence de nouveaux vêtements culturels et les vêtements à la base conçus pour le travail vont avoir une toute autre destinée. Mais comment Carhartt, une marque profondément ancrée dans le milieu ouvrier, va évoluer face à ces bouleversements ? Au
tournant des années 1970, le monde traverse des transformations culturelles profondes. Les États-Unis voient l'émergence de mouvements contestataires portés par une jeunesse avide de changement. Et la culture ouvrière, jusque-là cantonnée à un symbole de labeur, commence à intriguer de nouveaux groupes sociaux. Dans ce contexte, le workwear opère une transition inattendue de la simple nécessité utilitaire à un vecteur d'expression culturelle. Tout commence dans les quartiers défavorisés des grandes villes américaines. Les vêtements baggy étant la norme vont faire que Carhartt va vite intégrer le look de ces jeunes de par ses coupes naturellement baggy. Les tout premiers à intégrer Carhartt dans leur garde-robe, ce sont les hustlers, qu'on appellerait aujourd'hui vendeurs de drogue. Puisqu'il se trouve que quand tu passes toute ta journée dehors un mois de janvier à Chicago, bah t'as envie de porter sur toi un truc solide et qui te tient chaud. Dans les années 1980, les artistes de la scène hip-hop commencent eux aussi à porter du Carhartt. Venant souvent de quartiers défavorisés et ayant la culture du hustle en eux, Carhartt va parfaitement s'intégrer à leur vestiaire. Des rappeurs comme Eazy ou Dr. Dre sont alors photographiés portant la marque. Et cela ne fera que grandir dans les années suivantes avec des rappeurs comme Tupac, Mobb Deep, Wu-Tang Clan ou encore Nas. Ce phénomène il va prendre une ampleur particulière dans les milieux underground. À Détroit par exemple, où Carhartt est une institution, les jeunes de la ville vont adopter les vêtements de la marque pour participer à des raves, des fêtes marquées par une énergie assez anarchique. Les manteaux en toile épaisse deviennent alors des boucliers contre le froid te permettant de tenir toute la nuit. En Californie, les skateurs, toujours en quête de vêtements résistants aux chutes répétées, vont eux aussi se tourner vers Carhartt. Leurs vestes et pantalons étant pratiques quand tu chutes 100 fois sur le béton chaque jour. Au même moment, en Europe naît une fascination pour cette esthétique américaine brute et fonctionnelle. C'est à partir de là qu'un vrai tournant se dessine parce qu'un homme va avoir une vision folle. Edwin Fahey, un entrepreneur suisse, perçoit le potentiel de Carhartt pour le marché européen. En 1989, il obtient dans un premier temps le droit de revendre des vêtements Carhartt en Europe sous le nom d'un magasin qui s'appelle All American Concept, dans lequel il fait importer d'autres vêtements des États-Unis comme le nom l'indique. Puis après un grand succès, il obtient en 1994 le droit de créer sa propre division Carhartt pour le marché européen qui se nomme Carhartt Work in Progress ou Carhartt Whip. Carhartt Whip ne se contente pas de reproduire les modèles américains. Il développe des nouvelles coupes, des nouveaux styles qui sont plus adaptés à un public fashion. L'idée c'est de créer une esthétique qui te permet d'être beaucoup plus créatif sur la base des vêtements de travail Carhartt, pour pouvoir ajouter de nouveaux coloris ou des nouveaux imprimés qui vont parler à un public différent. Parce que ton charpentier local il en a rien à foutre d'avoir une salopette rose et d'avoir un joli dessin dans le dos. Et il sera encore moins prêt à dépenser plus d'argent pour ça. Alors que ce nouveau public, c'est ce qu'ils attendaient. Beaucoup de gens ont souvent du mal à comprendre que Carhartt Whip, c'est vraiment une marque différente de Carhartt. La division Whip, c'est comme une franchise qui a acheté les droits du logo, de l'utilisation des matières et des anciens modèles, mais c'est vraiment une entité différente. Aujourd'hui, les deux unités produisent leurs vêtements à part et fonctionnent vraiment chacun de leur côté, tout en restant évidemment en contact, les deux unités s'entendent bien. La stratégie de l'équipe Whip est simple, se faire remarquer dans les milieux urbains. Et ça marche. À la fin des années 90, ils rencontrent un succès fulgurant en enchaînant énormément de collaborations avec tout un tas d'artistes issus de ces milieux. En 1997, ils lancent par exemple leur propre équipe de skate et de BMX. Pour le public français, on va les apercevoir dans le film La Haine en 95. Et ils vont également sponsoriser tout un tas de concerts et soirées musicales pour se faire remarquer. Mais ce qui est fascinant, c'est la matière naturelle, presque organique, de la transition entre workwear et streetwear. Contrairement à d'autres marques qui ont essayé de forcer l'entrée dans le marché de la mode, Carhartt se laisse porter par ses utilisateurs. Ce basculement, à la fois inattendu et inévitable, pose une question cruciale. Jusqu'où une marque peut-elle évoluer sans trahir ses origines? Et surtout, comment Carhartt va réussir à maintenir cet équilibre entre son passé ouvrier et son avenir dans la mode? Si la maison mère aux États-Unis reste fidèle à ses valeurs, les autres marques workwear commencent à diversifier leur campagne marketing pour refléter cette dualité. D'un côté l'ouvrier symbole de tradition et de l'autre le jeune porteur d'innovation. Et cela en inquiète plus d'un de voir les marques perdre leur âme au profit des tendances éphémères. Pourtant Carhartt semble avoir trouvé une réponse à ce problème en maintenant une distinction claire entre Carhartt destiné pour les travailleurs et Carhartt Whip pour un public plus lifestyle. Et c'est génial, la réponse au problème est trouvée dans la structuration même de l'entreprise. La ligne principale reste la ligne principale et pour les fashion, il y a Carhartt Whip. Mais ce problème se pose quand même à cause de la confusion entre les deux marques, notamment due au partage du même logo et également à certains vêtements qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et la question se pose également due à la mauvaise implantation de Carhartt Whip aux USA, ce qui pousse les fashion américains vers le Carhartt normal. Alors dans les années 2010, l'équipe Whip va améliorer sa couverture du marché américain, notamment en ouvrant un magasin à New York en 2011. Et également en multipliant sa présence avec de nombreuses collaborations, mais cette fois-ci plus uniquement avec des acteurs européens, mais bel et bien des acteurs de la scène mondiale. Des partenariats avec Stussy,
Supreme ou encore Jordan, des géants du streetwear, ont permis de développer Carhartt Whip en dehors de l'Europe. Les pièces issues de ces collaborations s'arrachent à des prix d'or sur les plateformes de seconde main, transformant Carhartt Whip en un vrai objet de désir. La marque renforce son emprise sur les jeunes générations occidentales en général en étant appréciée des collectionneurs et des amateurs de mode. Un des moments clés de cette évolution, c'est l'engagement de Carhartt Whip envers des artistes émergents et projets culturels. À travers des initiatives comme la radio Carhartt, une radio qui partage presque uniquement des artistes émergents, la marque se positionne donc non seulement comme un fabricant de vêtements, mais également comme un acteur de la culture à part entière. Et dans le cinéma aussi, Carhartt trouve sa place, avec des films comme Interstellar en 2014, le personnage principal portant l'iconique Detroit Jacket. Alors oui, ici c'est une veste Carhartt classique, pas une veste Carhartt Whip, mais vous avez compris le principe, la barrière entre les deux marques est assez fine, donc ce qui profite à l'un, profite aussi à l'autre. Ces apparitions à l'écran ne sont pas le fruit du hasard, mais bien le reflet de comment Carhartt s'immisce dans l'imaginaire collectif. Elle est le vêtement des vrais, des authentiques, des personnages qui construisent par leur propre voix. Aujourd'hui, Carhartt Whip a permis de rendre complètement mainstream la marque initiale et presque d'effacer la barrière entre vêtements de travail et vêtements de rue. À tel point que toutes les stars les plus influentes de la planète ont été vues à un moment ou à un autre avec un vêtement Carhartt. Sur la scène hip-hop, on a par exemple Kanye West ou A$AP Rocky, et c'est même des hommes politiques avec Barack Obama. La différence entre les deux marques, elle est toujours là. Et il suffit de regarder leurs sites internet respectifs pour se rendre compte que ça n'a pas du tout été construit pour le même public. Mais les deux marques sont parfaitement liées. Carhartt a donné une réputation au label. Elle a permis de construire des vêtements avec une qualité d'exception, donnant un sens profond au nom Carhartt. Là où Carhartt Whip a rendu le label extrêmement créatif, ce qui a permis de populariser la marque du grand public et de participer à rendre le style workwear mainstream. Cette histoire ne peut qu'arriver par le destin. Je veux dire, dans quel monde tu arrives à aussi bien connecter le milieu ouvrier et la mode pour que tes vêtements ils soient autant appréciés par Didier, mineur du Nord-Pas-de-Calais, et par Constantin, amateur de mode Paris 3e. Il n'y avait aucune chance que ça réussisse s'ils avaient commencé par cette idée en tête, mais par un moyen ou un autre, ça a marché. Comme quoi parfois faut suivre sa destinée, faire ce qu'on sait faire de mieux, améliorer ses produits encore et encore, et sur le chemin, on tombe sur de bonnes opportunités. Ainsi la saga Carhartt nous rappelle que les vêtements sont le reflet de l'histoire et des aspirations de ceux qui les portent. Et à chaque fois que quelqu'un enfile un vêtement Carhartt, que ce soit pour gravir un échafaudage ou arpenter les rues de Paris, il participe à cette histoire en constante évolution. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça me soutient énormément. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier, c'était Etienne GS, salut et à la prochaine.